Nous sommes dans une Afrique de l'Ouest en proie à des coups d'État qui se sont produits ces dernières années. Oui. 4 pays notamment, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La Côte d'Ivoire et le Sénégal représentent aujourd'hui des bastions, j'ai envie de dire, imprénables pour l'instant. Et on l'espère que ça va continuer comme ça, où il y a encore des régimes avec un président de la République issu des urnes. Est-ce que cette visite, de ce point de vue-là, est très importante pour vous et que, justement, Abidjan et Dakar doivent aller plus loin dans cette collaboration? Alors, toute action qui concourt au renforcement de la démocratie est à saluer et à encourager. Vous savez que les coups d'État n'arrivent pas ex nihilo. Hein. C'est soit des causes endogènes qui les provoquent, ou alors des tentatives de se maintenir au pouvoir par des changements constitutionnels taillés sur mesure, et donc des coups d'État constitutionnels aussi, qui occasionnent ce genre de choses. Ce qu'il faut faire, c'est, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, nous avons besoin non pas des hommes forts dans nos pays africains, mais d'institutions fortes. Nous avons besoin d'institutions fortes. Et que, à la base, le citoyen soit formé à la citoyenneté et qu'on respecte les règles que nous nous donnons nous-mêmes. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec une règle, on se donne les moyens de travailler à ce que le législateur la transforme ultérieurement. Mais on ne dit pas, comme elle ne m'arrange pas, alors je lui tords le cou et puis je fais ce qu'il faut pour que j'arrive là. Soit par un coup d'État, soit par une déstabilisation, soit par... Voilà. Donc pour moi, effectivement, tout ce qui peut être fait pour assainir le climat politique et encourager le renforcement de la démocratie par le respect des lois qu'on se donne, doit être encouragé. Et c'est en cela, je me dis que si la Côte d'Ivoire et le Sénégal peuvent travailler à ce que l'Afrique de l'Ouest soit plus calme et retrouve la vraie démocratie, où la voix du peuple n'est pas étouffée, mais que le peuple lui a laissé la latitude de choisir librement ses dirigeants, sans tripatouiller les textes, sans tripatouiller les constitutions, sans museler les organes chargés des élections, sans museler l'opposition, eh bien, on ne peut que les encourager à aller dans ce sens pour que, enfin, on sorte de ce qui apparaît comme une fatalité et qu'on vainque le signe indien. André Silver, vous étiez prononcé sur la question. J'imagine que vous voulez apporter un additif ou faire d'autres précisions. Oui, dans la foulée. Pour moi, les partisans des États de l'AES sont vraiment très déçus. Les partisans aussi de cette propension faussement panafricaniste, parce que pour moi le panafricanisme tel que certains le conçoivent, le vivent aujourd'hui, ce n'est pas originellement, c'est pas le panafricanisme originel. Ils doivent aussi être très déçus parce que sur bien de sujets, le paradigme du couple, du duo au pouvoir au Sénégal a évolué. Voilà, vous verrez que là, le ministre Mamadou Touré le dit, et je suis bien content que l'honorable Thiédé l'ait titillé pour qu'il nous en dise un peu plus. Voilà, il nous dit que sur la question de la convergence en rapport avec la démocratie, je veux dire, ils sont unanimes sur la voie démocratique d'accès au pouvoir. Je crois que c'est bien cela. On est d'accord. Voilà. Et donc, c'est clair qu'il condamne, les deux, exclut totalement le coup d'État. Et du coup, je comprends donc que le président Bassirou Faye ne visite ni le Mali, ni la Guinée-Conakry, ni le Niger, en tout cas pour l'instant. Voilà, je pense qu'ils sont sur Bassirou Faye et Sonko sont sur un positionnement très clair. Ils ne veulent pas d'embrouille pour le Sénégal. Ils ont trouvé un pays, certes, ces derniers mois, qui a vécu des tiraillements, mais ils veulent travailler pour les Sénégalais dans le calme, dans la sérénité. Ils ne veulent pas s'embrouiller avec certaines notions totalement obscurantistes. Très bien, la fait. Oui, en même temps, il faut dire aussi que, certes, il y a l'État, mais il y a le parti qui ne veut pas mourir, qui a fait entendre sa voix. Le parti PASTEF. Le parti PASTEF, et qui laisse entendre que peut-être le Premier ministre est là, lui, pour suivre l'idéologie, la ligne, et rassurer certainement la base. C'est ainsi que une tournée du Premier ministre est annoncée dans les pays AES, dans les pays coup d'État. Donc, en attendant que le président Bassirou Faye y aille lui-même,
le service après-vente à ce niveau-là sera réalisé par le Premier ministre. 1. 2. Je voudrais, à la suite de l'honorable dit, de mon point de vue, il ne peut pas avoir d'institutions fortes sans des hommes et des femmes forts. Les institutions fortes en elles-mêmes n'existent pas. Ce sont les hommes qui font les institutions fortes. Ce sont les femmes qui font les institutions fortes. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel est là, c'est une institution forte, mais il a fallu un homme fort, un homme d'intégrité, un homme de valeur pour faire appliquer les lois. Oui, les hommes forts et les femmes fortes. C'est différent. Non, alors, laisse finir, et puis vous allez apporter votre précision. Les institutions en elles-mêmes ne signifient rien. Les institutions en elles-mêmes ne signifient rien s'il n'y a pas des hommes forts, des femmes fortes pour les incarner et être à la hauteur de la force de ces institutions dans tous les pays. Je me suis toujours insurgé contre cette caricature, ou du moins cette simplification faite par le président Obama pour exalter les institutions fortes au détriment des hommes forts en Afrique, oubliant que c'est les hommes et les femmes forts aux États-Unis qui ont donné leur net de noblesse aux institutions. Les institutions ne sont pas fortes en elles-mêmes, par elles-mêmes. Elles deviennent fortes grâce aux hommes et aux femmes qui savent les incarner avec hauteur, avec intégrité, avec dignité. C'est important à rappeler. Parfait. Honorable, vous allez réagir à cela après le tour de parole du ministre Touré Mamadou. Monsieur le ministre, écoutez, je ne voudrais pas anticiper sur le deuxième sujet. Je pense qu'on aura beaucoup à dire. Sur la convention. Vous êtes plus pressé que le... Non, je ne suis pas plus pressé, mais je fais le lien. Oui, bien sûr. Par rapport donc à ce qui a été dit. Allez-y, on va aborder ces questions. Lorsque vous parlez d'institutions fortes, de respect des institutions, c'est qui est un peu l'un des éléments clés de la démocratie, mais il faut en tirer tous les enseignements pour le Sénégal. Vous avez un processus où le président du parti, qui est M. Sonko, a eu des démêlés judiciaires, a été donc condamné et rendu inéligible. Il aurait pu se lancer dans un boycott actif, etc., mais il a donc choisi son numéro 2, qui lui n'était pas frappé d'inéligibilité, pour être candidat. Et donc, lorsqu'on parle du respect des institutions, c'est aussi ça. Et j'espère que le PPAC saura en Côte d'Ivoire respecter toutes les institutions de la République et surtout les décisions qui en émanent. Vous avez anticipé le prochain sujet qu'on va aborder, mais c'est pas bien grave. Honorable, vous avez la parole. Vous avez été interpellé par la fait et j'imagine que vous voulez réagir à ce que vient de dire je veux dire le ministre Mamadou Touré. On est peut-être d'accord, mais différemment. C'est-à-dire que les institutions sont d'abord l'émanation d'une législation. D'accord ? L'État, ce sont les institutions. Et les institutions sont mises en place par le législateur, soit à travers la Constitution ou bien des lois organiques, mais en tout cas, c'est la législation qui donne les institutions. Maintenant, je suis d'accord que lorsque on dit M. Diarra-Souba Ali est le chef de telle institution, eh bien, sa force à lui consiste à respecter ce que la loi dit par rapport à cette institution. Exemple, il est président du Conseil constitutionnel. D'accord. Et il est. Oui, ben il peut. Allez-y. Ouais, ça a été. Je pense qu'il a le. Voilà. Ah, vous parlez de moi. C'est un exemple. Je veux dire que quelqu'un est président du Conseil constitutionnel. Oui. C'est une institution dont le rôle est de réguler les élections politiques. Si cette institution, qui sur papier a tous les éléments pour être une institution solide, est dirigée par des individus vacillants et qui n'ont pas ni la volonté, ni le courage de résister aux pressions politiques et qui sont de surcroît à la merci de la cupidité, il est évident que les institutions ne seront jamais fortes. Des hommes qui ont faim. Bon. Et bien, donc sur ce point-là, vous vous rejoignez finalement. Donc c'est pour cela que j'ai dit que nous sommes d'accord, mais différemment. C'est cela. Et nous disons que la démocratie, c'est des institutions fortes, mais à condition, et je l'ai dit aussi, que les citoyens et les acteurs politiques soient d'accord que lorsque une loi est prise, il faut la respecter. Par exemple, si on dit qu'un mandat présidentiel, c'est 5 ans, eh bien, au bout de 5 ans, et que c'est 2 fois, eh bien, si vous avez fait vos 2 mandats, vous ne faites pas un dribble pour conserver le ballon. Vous dites, j'ai fait mes 2 ans, je m'en vais. Et ça, c'est les institutions qui le disent. Au Sénégal, par exemple, on est d'accord que à un moment donné, la Cour constitutionnelle ou bien le Conseil constitutionnel, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, a eu le courage de résister et d'annuler la décision
le décret du président reporter pour reporter les élections. Bon, les arguments qu'il a donnés semblaient ne pas convaincre le Conseil constitutionnel, qui est resté droit dans ses bottes. Voilà. Et qui a pris ses responsabilités. Voilà oui, mais il ne faut pas avoir une lecture à géométrie variable aussi des institutions et de l'application des textes. On le terminer, s'il vous plaît. On laisse terminer. On aura terminé. Si je peux terminer. Donc, c'était un peu ça que je disais par rapport aux institutions fortes. Étant entendu que les institutions en elles-mêmes ne sont pas des êtres vivants. Il faut forcément des hommes et des femmes pour les animer. Et quand on dit des institutions fortes, on s'adresse aussi en même temps à ces hommes et ces femmes qui sont appelés à les animer en respectant et la lettre et l'esprit de la législation qui les met en place. Très bien, réaction. Alors, et ensuite, mais on fera un rapidement, je vois un peu le clin d'œil qu'il veut faire, mais lorsque, après la présidentielle de 2015, alors que nous étions au lendemain d'une élection présidentielle, il y a une réforme constitutionnelle majeure. Et cette réforme constitutionnelle, puisque la loi peut changer, bien sûr tout en respectant les mécanismes pour son changement, prévoit la mise en place de nouvelles institutions et partant fait lever le verrou à partir du moment où c'est une nouvelle constitution et que vous avez vous-même dénoncé cette loi, cette nouvelle constitution, vous avez appelé à voter contre cette nouvelle constitution parce que selon vous, l'adoption de cette constitution permettrait donc au président sortant d'être à nouveau candidat, selon vous. Et c'est ce pourquoi vous avez voté contre cette constitution. Mais quand le peuple, à sa grande majorité, vote cette constitution, mais si vous êtes respectueux de l'état de droit, mais vous respectez donc cette constitution. Je vais rappeler qu'au Sénégal, le président Wade avait été candidat une 3e fois. Il y a eu le même débat. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il avait le droit d'être candidat parce qu'il y avait une nouvelle constitution, mais il a été battu par le président Macky Sall. Et donc, on ne peut pas avoir un respect des institutions et de la loi à géométrie variable. Même quand la loi ne vous arrange pas, c'est la loi, c'est dur, mais il faut respecter. Alors, nous avons M. Abdoulaye Bamba qui nous appelle de Yopougon. Lui, il salue cette rencontre au sommet entre les présidents Diomaye Faye et Alassane Ouattara. M. Abdoulaye Bamba, bonsoir. Nous vous écoutons rapidement, allez-y. Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Oui, mais j'ai parlé tout à l'heure. Alors, merci beaucoup, merci. Je pense qu'il y a eu une incompréhension. Oui, alors, André Sylvor-Conan, on doit passer au prochain sujet. L'honorable Tchaïdé a beaucoup de précisions à nous faire. Oui. Non, j'entends souvent certains cadres du RHDP, les ministres viennent de le dire tout à l'heure, concernant la constitution pour laquelle l'opposition d'alors avait appelé à voter non. Et en fait, les électeurs ont voté oui et non. Et ils ont voté oui pour les éléments de langage développés par le RHDP et non par rapport à ce que l'opposition disait. Le RHDP disait que le président ne pouvait pas être candidat. C'est pour cela qu'ils ont voté oui. Ils n'ont pas voté oui. En tout cas, moi, je suis du RHDP. Je n'ai jamais dit que cette constitution ne permettait à Alassane Ouattara d'être candidat. Le ministre Cissé Bakongo l'avait dit. Mais Cissé Bakongo, on ne va pas refaire ce débat. On ne va pas refaire ce débat. Oui, mais vous l'avez ouvert. Je veux dire, Cissé Bakongo est un citoyen. C'est moi qui avais la parole. Bien sûr, mais vous permettez donner son avis. C'est moi qui avais la parole. Vous permettez qu'il termine, je vous donne la parole ensuite. Terminez, André. Les électeurs ont voté pour ce que le RHDP a dit. Et le président, on a encore les déclarations du président lui-même qui a insisté pour un 2e et dernier mandat en insistant là-dessus. On a les déclarations de tous les apparatchiks du RHDP à son temps. On a les éléments de langage développés, on a les éléments qui ont été développés pour la campagne. On a ça. Donc, les électeurs n'ont pas voté pour ce que l'opposition avait dit, mais pour ce que le RHDP a dit. André, vous créez une confusion inutile. Laquelle? Entre ce que la loi permet de faire et ce que les citoyens lui-même décident de faire ou pas. Le président Macky Sall avait la possibilité d'être candidat. Il a fait, aucune loi ne lui interdisait d'être candidat. Il a fait une déclaration pour dire qu'il n'est pas candidat. Le président Ouattara a certainement souhaité ne plus être candidat, mais ça ne veut pas dire que la Constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Après, qu'il y ait un débat et que des citoyens donnent leur point de vue, qu'ils soient du PPACI, du RHDP ou du PDCI, tant mieux, chacun y va donc de son expertise, de son avis. Mais après, lorsque le texte est voté, par parallélisme de forme, puisqu'on parle du respect des institutions, nous avons une institution qui est le Conseil constitutionnel, qui est le seul habilité à interpréter la Constitution et à donner le sens que nous voulons donc à cette Constitution. Donc après tous ces débats,
le Conseil constitutionnel, donc saisi, donc a donné son point de vue. Moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je dis seulement à nos amis du PPACI, c'est que on ne peut pas avoir une approche, une lecture donc de l'application donc d'une constitution ou d'une loi ou du respect des institutions à géométrie variable. C'est tout. Alors, moi, je veux savoir si parmi ceux qui se plaignent, ceux qui se plaignent de quoi? De la possibilité pour le président d'avoir été candidat, il se trouve ceux qui ont voté oui à la Constitution. Est-ce que ceux qui ont voté oui à la Constitution font parmi de ceux qui sont contre l'application permettant d'être candidat? J'ai l'impression que c'est ceux qui n'ont pas voté cette Constitution-là qui s'en plaignent davantage. C'est-à-dire, si André Sylvain Conan, ce qu'il dit là, ceux qui ont voté la Constitution parce qu'elle ne permettrait pas, selon eux, au président Ouattara d'être candidat, parce que il avait été dit, parce que le ministre Bakongo, parce que le ministre Sansan, les deux, et quelques personnes ont dit que ça ne permet pas au président d'être candidat. Donc, avec cette assurance, ceux qui ont voté ça, là, est-ce que c'est eux qui se plaignent de l'interprétation qui permet qu'il soit candidat aujourd'hui? C'est difficile d'avoir cette réponse. Alors, c'est ça. On n'en trouve pas d'ailleurs. On n'en trouve pas. Je veux savoir si ça évolue. Oui, monsieur, ce que je voudrais dire, moi, c'est que je me réjouis que le ministre dise que la loi, c'est la loi, il faut la respecter, et que je vois aussi les pics qu'il envoie par rapport au PPACI, qui aurait une appréciation sélective de la loi et de la géométrie variable. C'est bien. Alors, donc, il faut avoir aussi la mémoire globale pour pas qu'elle soit sélective. La géométrie variable ne devrait pas s'arrêter à la Constitution de 2016. Je rappelle que nous avons appelé à voter contre. D'abord, nous avons marché contre le référendum, ce qui est démocratique, et on a protesté contre cette loi. Ensuite, on a appelé à voter contre, non pas parce qu'elle donne 3e, 4e mandat seulement. Il y a d'autres articles, d'autres dispositions de cette Constitution qui, de notre point de vue, en tant que FPI et DS à l'époque, n'étaient pas de bonnes dispositions. Bon, lorsque le débat s'ouvrira un jour, on pourra revenir là-dessus sur les points de détail. Cependant, sur la question de la géométrie variable, le Conseil constitutionnel, donc, est un organe, est une institution qui, lorsque se prononce, eh bien, ses décisions sont insusceptibles de recours. Pour simple, on dit c'est le dernier recours. C'est le dernier recours. Donc, on est d'accord avec ça. Bon, si on est d'accord avec ça en 2020, en 2015, en 2020, on devrait être d'accord avec ça aussi en 2010. Sauf qu'en 2010, Laurent Gbagbo a... ça, c'est ce fameux débat. Non, attendez, Ali, c'est important pour nos concitoyens. En 2010, tous les acteurs politiques sont retrouvés à Pretoria. Non, je termine rapidement. Je termine. Donc, je disais qu'en 2010, c'est le Conseil constitutionnel, l'organe chargé de donner les résultats de l'élection présidentielle, qui avait délibéré, je dis bien délibéré, réuni en formation et délibéré pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné et proclamé vainqueur. D'accord? Mais il s'est levé des voix pour dire que non, c'est pas ce Conseil constitutionnel-là est trop proche de Laurent Gbagbo, son président est trop proche de Laurent Gbagbo, et les résultats qu'il a donnés là ont été... S'il vous plaît, monsieur le ministre, on le laisse terminer, allez-y. Terminez. Bon, je voudrais inviter mon frère à garder la sérénité de celui qui est au pouvoir. Je suis très sérieux. Voilà, il faut garder la sérénité de celui qui est au pouvoir. Moi, je suis dans l'opposition, c'est moi qui devrais être... D'accord, terminez. Mais ce que je veux dire, c'est que... c'est comme ça que ça s'est passé en 2010. Un jour, peut-être, sur le plateau de Ali Yarasuba, on aura à tête reposée un débat là-dessus. Parce qu'elle a fait, Wakili, une fois, a posé la question, lorsqu'on parlait de l'éligibilité du président, il a dit tout ça nous ramène à qui a gagné l'élection présidentielle de 2010. Peut-être un jour, les Ivoiriens videront ce contentieux, mais c'est ça la question de est-ce que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il donne une décision, elle peut être contestée les jours pairs et être incontestée les jours impairs. D'accord. Mais je réponds tout de suite. C'est ce qui a été fait en 2010, alors qu'en 2015, lorsque nous, l'opposition, on disait que le président Ouattara n'était plus éligible, le président du Conseil constitutionnel a dit qu'il était éligible par dérivation. On a accepté. D'accord. Alors, Ali, non, je ne peux pas laisser passer ça parce que c'est pas vrai. Allez-y. Nous sommes tous contemporains. En 2010, nous sortions d'un long processus de sortie de crise qui avait commencé avec la rébellion armée de 2002. Et dans la recherche permanente de la paix, tous les acteurs politiques sont retrouvés à Pretoria.
Et c'est à Pretoria que Laurent Gbagbo et tous les autres signataires donc, des accords ont convenu, en dépit du fait que le Conseil constitutionnel est l'organe suprême, qu'il y ait un autre organe, supra, donc, qui est le représentant spécial donc, des Nations Unies, qui certifierait donc les résultats donnés par la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. Donc, toutes les parties étaient d'accord pour dire que si le Conseil constitutionnel donne donc des résultats, mais ces résultats ne sont pas les résultats en dernier ressort, puisque le certificateur des Nations Unies devait dire si ces résultats étaient conformes ou pas. À la limite, je peux comprendre, Laurent Gbagbo estimait à l'époque qu'il était minoritaire au sein de la Commission électorale indépendante. Nous avions un doute légitime sur le président du Conseil constitutionnel. Donc, il y a un arbitre. Mais ça, c'est un processus de sortie des crises. Mais dans une situation normale, où on n'a plus l'ONU, la Côte d'Ivoire n'est plus sous mandat de l'ONU, il n'y a plus ONUCI en Côte d'Ivoire, toutes les institutions ont recommencé à fonctionner de façon normale, il n'y a plus de recours possible. Le seul recours, c'est le Conseil constitutionnel. Maintenant, si pas extraordinaire, il y avait encore l'ONU, etc. J'aurais pu comprendre. Donc, il ne faut pas créer la confusion donc inutile. Et je veux vous rappeler que le président Alassane Ouattara, certes, il y a eu les accords, parce que c'est dit aussi souvent qu'en 2005, il a été dit que tous les participants aux accords donc, de Marcoussi pourraient être candidats à l'élection présidentielle. Mais en dépit donc, de 2005, de cette recommandation des accords de Pretoria, lorsqu'il s'est agi en 2010 donc, d'analyser les candidatures, le Conseil constitutionnel a analysé les candidatures sans tenir compte donc de cette lettre qui avait été faite par Laurent Gbagbo. Le dossier d'Alassane Ouattara a été analysé conformément aux dispositions constitutionnelles et le juge constitutionnel l'a rendu éligible. Et donc, je ne comprends pas cette confusion qui veut créer. Respectons nos institutions, respectons surtout les décisions émanant de nos institutions. Monsieur, on va passer sur le sujet. Juste la difficulté avec les politiques. Je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai bien l'impression, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, qu'il y a des sujets que nous, on estimait être dépassés, qu'on sera obligé finalement de remettre sur la table. Non, c'est dépassé. Parce que chaque fois qu'on évoque ces sujets, on est obligé de remonter à 2020, 2015, pour rappeler, parce que beaucoup de nos spectateurs n'ont pas au point où on a sorti carrément du tête-à-tête entre le président Ouattara et le président Diomaye Faye, parce que justement, on revient dans des joutes qu'on a connues par le passé. Alors, je vous donne 30 secondes, alors, comme vous l'avez demandé. Bon, rassurez-vous. Et ensuite, on passe au second sujet. C'est pas des joutes. Je suis content que le frère dise que il faut éclairer la lanterne des Ivoiriens. Nous sommes contemporains, c'est vrai. D'abord, la fameuse certification de l'ONU, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut le débat. Parce que c'est certainement la question de chiffre 6. Quand M. Touré est de l'autre côté, pour lui, c'est un 9. Quand moi, je suis arrêté ici, c'est un 6. Donc ça, la question, on doit revoir ça. Ça, c'est un. De deux... Mais ça, c'est fini, ça. Fini. Non, mais bon, quand je dis... Bon, écoutez, quand vous dites que c'est fini, il faut un peu apprendre à laisser l'autre parler, parce que moi, je ne vous interromps pas à chaque fois. Il faut que cette question-là soit vidée définitivement. On y reviendra forcément parce qu'il y a des questions qui en dépendent et il y a des appréciations qui en dépendent. Aujourd'hui, vous dites qu'en 2010, toutes les institutions de la République, y compris le Conseil constitutionnel, étaient mises en veilleuse sous mandat de l'ONU. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que ça signifie. Mais en tout cas, le Conseil constitutionnel n'était plus le dernier recours parce qu'il y avait une certification de l'ONU. Or, la certification... Selon la volonté de Laurent Gbagbo et de tous les acteurs politiques. D'abord, je voudrais dire... Monsieur Ouattara, je voudrais dire que nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des frères. Quand moi je parle du président de la République, je dis le président Ouattara. Je dis le président Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a pris la décision en 2005 pour que le premier ministre Alassane Ouattara soit candidat. Et nous, par respect pour les institutions et par respect pour ce qu'il incarne, ce qu'il a incarné en tant que premier ministre et ce qu'il incarne aujourd'hui, quand on se réfère à lui, on lui sert au moins du monsieur. D'accord? Vous faites allusion à quoi? Quand le ministre Touré parle, il dit quand Laurent Gbagbo fait ça, quand Laurent Gbagbo entre nous. D'accord. Même si au fond de nous-mêmes, il y a un sentiment de haine ou de... Mais la haine, pourquoi? Mais est-ce que vous l'avez écouté en France comme les acteurs politiques? Quand vous parlez de votre président de la République, vous lui servez du président de la République. On est vraiment... Voilà, alors il faut quand même... Cette précision a été faite. Il arrive dans mes discours, parlant du président de la République, il arrive dans mes discours. Alors tous les deux, vous sortiez de ça, parce que sinon, c'est pas un bon exemple. Il n'y a pas de haine. Je pense qu'on s'est compris. J'espère que c'est pas... Alors, on va demander beaucoup plus de civilité, beaucoup plus de galanterie, évidemment.
évidemment, c'est pas bon. dans Pour les les expressions. jeunes, en tout cas. Honorable, on a bien compris. Voilà. Monsieur le ministre, on vous a bien compris. À la fin, Wakili, j'espère que c'est pas pour rouvrir le débat, parce qu'on passe au second sujet. Mais c'est un point que je peux aborder dans le C'est point que je peux aborder dans le second sujet. D'accord, c'est parfait. Alors, monsieur, vous savez, l'ex-chef d'État, l'ex-président Laurent Gbagbo a été désigné comme candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, à l'élection présidentielle de 2025. On en parle dans la seconde partie de cette émission. Ce sera juste après cette courte pause. Voici ce que vous devez savoir dans cette rencontre entre ces deux chefs d'État. Le président Ouattara a salué l'élection du président Faye, un signe de la vitalité démocratique du Sénégal. Ensemble, ils ont envisagé un avenir économique prometteur, porté par la découverte de ressources naturelles précieuses. Le président Faye a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux reçu et a souligné l'importance de la coopération bilatérale, en particulier dans des secteurs vitaux tels que l'agriculture et l'énergie. Les discussions ont également porté sur la réactivation de la commission mixte de coopération, endormie depuis 2014, et sur la nécessité de relever ensemble les défis régionaux, notamment au sein de la CEDEAO. En conclusion, le président Faye a invité le président Ouattara au Sénégal, un geste qui témoigne de la volonté commune de renforcer encore plus les relations entre les deux pays. Merci de nous avoir écoutés. Restez connectés, Afrique Divers TV pour d'autres éclairages sur les dynamiques qui façonnent l'Afrique et le monde.